Il existe, quelque part entre les équations et le vide, une frontière que personne n'a jamais franchie, pas faute d'avoir essayé. Des générations entières de physiciens, d'astronomes et de mathématiciens ont consacré leur existence à repousser cette limite, armés de télescopes toujours plus puissants, d'accélérateurs toujours plus gigantesques, de théories toujours plus audacieuses. Et pourtant, chaque fois qu'ils croyaient toucher le fond de la réalité, le sol se dérobait sous leurs pieds, révélant un abîme plus profond encore, plus étrange, plus vertigineux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce qui suit est l'histoire de cet abîme. Non pas une liste de mystères à résoudre, mais le récit d'une descente progressive dans les couches les plus profondes de l'univers, là où les certitudes se dissolvent et où les questions deviennent plus importantes que les réponses. Commençons par ce qui devrait être la chose la plus simple au monde. Regardez le ciel nocturne et comptez ce qui s'y trouve. Les étoiles brillent par milliards. Les galaxies tournoient dans un ballet cosmique orchestré par la gravité. Tout semble en ordre. Tout semble explicable. Et pourtant, dans les années 30 du XXe siècle, un astronome suisse au caractère difficile et au regard perçant a découvert que ce spectacle lumineux n'était qu'un rideau, une mince pellicule de lumière masquant quelque chose d'infiniment plus vaste et d'absolument invisible. Cet homme s'appelait Fritz Zwicky, et il travaillait sur un ensemble colossal de galaxies que les astronomes appellent l'amas de Coma. Imaginez un millier de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, toutes liées ensemble par la gravitation en une structure titanesque. Zwicky voulait simplement comprendre la dynamique de cet ensemble. Comment ces galaxies se déplaçaient-elles les unes par rapport aux autres? À quelle vitesse tournaient-elles autour du centre commun de gravité? La réponse aurait dû être routinière. Elle ne le fut pas. Quand Zwicky calcula les vitesses des galaxies situées en périphérie de l'amas, il obtint des chiffres qui défiaient toute logique. Ces galaxies se déplaçaient beaucoup trop vite. Si l'on prenait en compte uniquement la masse visible, toutes les étoiles, tout le gaz, toute la poussière détectable par les instruments de l'époque, la gravité générée était largement insuffisante pour maintenir l'amas en cohésion. Les galaxies périphériques auraient dû s'échapper dans le vide intergalactique depuis des millions d'années, comme des pierres lancées depuis un manège tournant trop vite. Mais elles restaient là, fidèles à leur orbite, attachées à quelque chose que personne ne pouvait voir. Zwicky proposa une hypothèse que ses contemporains jugèrent extravagante. Il devait exister, dit-il, une forme de matière qui engendrait de la gravitation sans émettre la moindre lumière. Une matière fondamentalement invisible, présente en quantité colossale, structurant l'univers tout entier sans jamais se révéler directement à nos yeux. Il inventa pour cette substance fantôme un nom qui allait traverser les décennies, la matière noire. La communauté scientifique l'ignora pendant 40 ans. 40 années durant lesquelles cette idée resta dans l'ombre, considérée comme une excentricité de plus d'un chercheur réputé pour son tempérament abrasif. Puis, dans les années 70, une astronome américaine du nom de Vera Rubin entreprit de mesurer la rotation de galaxies individuelles, et ce qu'elle découvrit changea tout. Rubin étudiait les courbes de rotation des galaxies spirales. En théorie, les étoiles situées à la périphérie d'une galaxie devraient orbiter plus lentement que celles proches du centre, exactement comme les planètes extérieures de notre système solaire orbitent plus lentement que les planètes intérieures. C'est une conséquence directe des lois de Kepler. Mais Rubin constata que les étoiles périphériques se déplaçaient à des vitesses comparables à celles des étoiles centrales. Les courbes de rotation étaient plates là où elles auraient dû décliner. La seule explication possible était qu'une masse invisible, énorme, enveloppait chaque galaxie comme un halo fantôme, fournissant la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir ces vitesses élevées. Le constat était implacable. Quelque chose était là,
quelque chose de massif, quelque chose qui représentait environ 27% de tout le contenu énergétique de l'univers. Pour mettre ce chiffre en perspective, la totalité de la matière ordinaire, les atomes qui composent les étoiles, les planètes, les océans, votre corps et le mien, ne représentent qu'environ 5% de l'univers. La matière noire pèse plus de 6 fois plus lourd que tout ce que l'humanité a jamais observé, touché, mesuré ou décrit dans une équation. Et nous ne savons pas ce que c'est. Si cette vidéo vous captive, un simple pouce en l'air et un abonnement nous aideraient énormément. Et cela nous permettrait de continuer à raconter ces histoires. La quête pour identifier la matière noire est devenue l'une des entreprises scientifiques les plus ambitieuses, les plus coûteuses et les plus persistantes de l'histoire humaine. Et elle s'est heurtée à un mur de silence assourdissant. Pour comprendre la signification de ce silence, il faut d'abord comprendre l'ingéniosité et la sensibilité extraordinaire des instruments construits pour cette recherche. Sous le massif du Gran Sasso, en Italie, à plus de 1400 mètres sous la surface de la Terre, les physiciens ont installé des détecteurs d'une sensibilité presque inconcevable. L'un des plus célèbres, connu sous le nom de xénon 1T, utilisait plusieurs tonnes de xénon liquide refroidi à des températures extrêmes, entouré de couches successives de blindage conçues pour bloquer absolument toute particule connue susceptible de créer un faux signal. L'idée était d'une pureté conceptuelle remarquable. Si une particule de matière noire traversait ce volume de xénon et, par le plus infime des contacts, déplaçait un seul atome, le détecteur le saurait. La montagne au-dessus servait de bouclier naturel contre les rayons cosmiques. L'eau purifiée, entourant le détecteur, absorbait les neutrons parasites. Chaque composant avait été sélectionné pour sa radiopureté, c'est-à-dire son absence presque totale de radioactivité naturelle. Des installations similaires ont été construites aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, dans une ancienne mine d'or du Dakota du Sud, à près de 1500 mètres de profondeur. En Chine, sous les montagnes du Sichuan, encore plus profondément enfouies. Au Canada, dans la mine de Sudbury, en Ontario. Chacune de ces cathédrales souterraines de la physique a été conçue avec un seul objectif: capter le murmure le plus faible imaginable, le frôlement d'une particule que personne n'a jamais vue avec un atome de matière ordinaire. Des décennies de fonctionnement cumulé, des milliards investis, des carrières entières consacrées à l'analyse de données recueillies dans ces abysses de silence. Le résultat est d'une clarté brutale. Aucun signal confirmé. Pas un seul événement qui puisse être attribué, sans ambiguïté, à une particule de matière noire. Ce silence pose une question que les physiciens formulent rarement avec toute la franchise nécessaire. Que signifient 40 années de recherche infructueuse? 3 hypothèses se présentent, et aucune n'est rassurante. La première est que la matière noire existe bel et bien, mais qu'elle interagit avec la matière ordinaire de façon si faible, si ténue, que même nos détecteurs les plus sensibles ne parviennent pas à capter ce contact. Dans ce cas, nous n'avons tout simplement pas encore atteint le seuil de sensibilité nécessaire, et il faudra des instruments encore plus grands, encore plus silencieux, encore plus profondément enfouis pour avoir une chance d'entendre ce murmure. La deuxième hypothèse est plus dérangeante. Elle suggère que la matière noire existe mais qu'elle n'est pas constituée du type de particules que nous avons cherché. Pendant des décennies, le candidat favori était le WIMP, une particule massive interagissant faiblement, prédite par plusieurs extensions du modèle standard de la physique des particules. Si les WIMP n'existent pas, et les données commencent à rendre cette possibilité sérieusement inconfortable, alors des décennies d'expérience ont été construites sur une hypothèse erronée. Non pas par incompétence, mais parce que c'était le pari le plus raisonnable à faire avec les connaissances disponibles. Mais un pari raisonnable qui échoue reste un pari perdu. La troisième hypothèse est celle que la plupart des physiciens hésitent à formuler publiquement. Peut-être que la matière noire, en tant que substance, n'existe pas du tout.
Peut-être que ce que nous observons, ces galaxies qui tournent trop vite, ces amas qui tiennent ensemble sans raison apparente, n'est pas le signe d'une matière invisible, mais le symptôme d'une compréhension incomplète de la gravité elle-même. Peut-être que nos équations de la gravitation, si parfaitement confirmées à l'échelle du système solaire, cessent d'être exactes quand on les applique à l'échelle des galaxies et des amas de galaxies. Cette idée a un nom, les théories de gravité modifiée, dont la plus connue est MOND, proposée par Mordechai Milgrom au début des années 80. MOND reproduit avec une précision remarquable les courbes de rotation des galaxies sans invoquer la moindre matière invisible. Mais elle échoue à d'autres échelles, notamment pour les amas de galaxies et pour les observations du fond diffus cosmologique. Aucune version de la gravité modifiée n'a encore réussi à expliquer l'ensemble des observations, aussi bien que le modèle standard qui inclut la matière noire. Mais le modèle standard, lui, inclut une substance que personne n'a jamais détectée directement. Nous voici donc dans une impasse d'une élégance cruelle. D'un côté, une substance qui explique tout mais que personne ne trouve. De l'autre, une modification des lois qui explique beaucoup mais pas tout. Et entre les deux, un silence expérimental qui dure depuis des décennies. Mais la matière noire n'est que le premier acte de cette histoire d'ombre. Car même si nous parvenions demain à identifier cette substance mystérieuse, même si un détecteur souterrain captait enfin le signal tant attendu, nous n'aurions expliqué que 27% du mystère. Le reste, la plus grande part de l'univers, celle qui en dicte le destin, est plus étrange encore. En 1998, 2 équipes d'astronomes travaillant indépendamment firent une découverte qui ébranla les fondations mêmes de la cosmologie. Ils étudiaient un type particulier d'explosion stellaire, les supernovae de type 1A. Ces événements cataclysmiques ont une propriété extraordinairement utile pour les astronomes. Ils explosent toujours avec approximativement la même luminosité intrinsèque. Cela en fait des chandelles standards, des balises cosmiques dont on peut déduire la distance en comparant leur luminosité apparente à leur luminosité réelle. En mesurant à la fois la distance et le décalage vers le rouge de ces supernovas lointaines, les astronomes pouvaient retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. L'hypothèse de départ semblait raisonnable. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Mais la gravité, cette force universelle qui attire toute masse vers toute autre masse, devrait progressivement freiner cette expansion. Comme une balle lancée en l'air qui ralentit sous l'effet de la gravité terrestre avant de retomber, l'expansion cosmique devrait décélérer. La seule question était, à quelle vitesse ralentit-elle ? La réponse fut un choc. L'expansion ne ralentissait pas. Elle accélérait. L'univers ne se contentait pas de s'étendre. Il s'étendait de plus en plus vite, comme si une force invisible poussait chaque recoin de l'espace à s'éloigner de tous les autres avec une intensité croissante. Les données étaient sans ambiguïté. Les supernovae lointaines étaient plus faibles que prévu, donc plus éloignées, donc l'expansion s'était accélérée au cours des derniers milliards d'années. Les 3 physiciens qui dirigeaient ces travaux, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, reçurent le prix Nobel de physique en 2011. Leur découverte avait ouvert un gouffre conceptuel que la physique n'a toujours pas réussi à combler. Car cette force, répulsive mystérieuse qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite, a reçu un nom, l'énergie noire. Mais ce nom ne fait que baptiser notre ignorance. Voici ce que la théorie la plus fondamentale de la physique, la mécanique quantique, prédit à propos de cette énergie. Selon la théorie quantique des champs, le vide n'est pas véritablement vide. Il bouillonne de fluctuations quantiques, de particules virtuelles qui surgissent du néant pendant des fractions de secondes infinitésimales avant de s'annihiler mutuellement. Cette agitation perpétuelle du vide quantique possède une énergie. Et cette énergie du vide devrait contribuer à l'accélération de l'expansion cosmique.
Quand les physiciens calculent la quantité d'énergie que le vide quantique devrait contenir, ils obtiennent un nombre. Quand ils mesurent la quantité d'énergie noire réellement présente dans l'univers, ils obtiennent un autre nombre. L'écart entre ces deux nombres est de 120 ordres de grandeur, 10 puissance 120. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, ce n'est pas un désaccord mineur. C'est la plus grande divergence entre une prédiction théorique et une mesure expérimentale de toute l'histoire des sciences, et de loin. Rien, dans aucun domaine de la connaissance humaine, ne s'en approche même vaguement. Et le plus troublant, c'est que la théorie qui produit cette prédiction catastrophiquement fausse, la théorie quantique des champs, est par ailleurs la théorie la plus précise jamais conçue par l'esprit humain. Elle prédit certaines propriétés de l'électron avec une exactitude de 12 décimales. 12. Si vous mesuriez la distance entre Paris et Tokyo avec cette précision, votre marge d'erreur serait inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. La même théorie, d'une précision vertigineuse ici, se trompe de 120 ordres de grandeur là. C'est comme si un architecte pouvait concevoir un gratte-ciel au millimètre près, mais se tromper de plusieurs galaxies sur la hauteur d'une marche d'escalier. Ce paradoxe porte un nom parmi les physiciens, le problème de la constante cosmologique. Et il représente bien plus qu'un casse-tête technique, c'est un signal d'alarme. Un indice que quelque chose de profondément, structurellement faux existe dans la manière dont nous connectons nos deux meilleures descriptions de la réalité. La mécanique quantique et la relativité générale. En avril 2024, une collaboration internationale de scientifiques a publié les résultats d'un projet d'une ambition sans précédent. Pendant plusieurs années, un instrument appelé DESI, pour Dark Energy Spectroscopic Instrument, a cartographié la distribution de plus de 6 millions de galaxies à travers 11 milliards d'années d'histoire cosmique. C'est la carte la plus détaillée de l'univers jamais construite, un relevé d'une précision que les cosmologistes des générations précédentes n'auraient même pas osé rêver. Et ce que cette carte a révélé a ébranlé un modèle qui régnait sans partage depuis un quart de siècle. Le modèle standard de la cosmologie, connu sous le nom technique de lambda CDM, traite l'énergie noire comme une constante, un nombre fixe, immuable, gravé dans le tissu même de l'espace-temps. Cette hypothèse n'était pas considérée comme provisoire. Elle était le pilier sur lequel reposait chaque calcul cosmologique effectué depuis la fin des années 90. Les données de DESI suggèrent que ce pilier est fissuré. Les mesures indiquent que l'énergie noire n'est probablement pas constante. Elle évolue dans le temps. Elle se comporte davantage comme un champ dynamique, une entité qui change, qui pulse, qui vit, plutôt que comme une propriété figée du vide. La confiance statistique de ce résultat atteint 3,9 sigma. En physique, le seuil de découverte confirmé est fixé à 5 sigma. À 3,9, on parle d'un indice fort. Mais un indice fort construit sur 6 millions de galaxies et 11 milliards d'années de données n'est pas le genre de chose qu'on écarte d'un revers de main. Si l'énergie noire change avec le temps, les conséquences sont vertigineuses. Cela signifie que lambda CDM, le modèle sur lequel repose toute notre compréhension de la structure à grande échelle de l'univers, est au minimum incomplet et au maximum fondamentalement erroné. Chaque prédiction faite à l'aide de ce modèle, l'âge de l'univers, son destin ultime, la façon dont les structures cosmiques se sont formées, repose désormais sur un terrain incertain. L'univers lui-même, mesuré à travers des milliards d'années-lumière et des milliards d'années de temps, nous dit que quelque chose ne colle pas. Nous avons construit la carte la plus précise de la réalité jamais réalisée. Et cette carte nous montre que le territoire est différent de ce que nous croyions. Mais pour comprendre à quel point cette fissure est profonde, il faut quitter les immensités du cosmos et plonger dans l'infiniment petit, là où la physique rencontre un problème d'une nature radicalement différente. Non pas l'impossibilité de voir quelque chose,
mais l'impossibilité de comprendre ce que signifie le fait même de regarder. Au tournant du XXe siècle, la physique se trouvait dans une situation embarrassante. Les équations de la thermodynamique classique prédisaient qu'un objet chauffé, un four, une flamme, n'importe quel corps émettant un rayonnement thermique, devrait émettre une quantité infinie d'énergie dans les courtes longueurs d'onde. Ce problème portait le nom évocateur de catastrophe ultraviolette. L'infini surgissait des mathématiques comme un fantôme indésirable, et aucune manipulation des équations ne parvenait à l'exorciser. Max Planck n'essayait pas de révolutionner la physique quand il s'attaqua à ce problème en 1900. Il essayait simplement d'obtenir une équation qui ne produise pas de résultats absurdes. Sa solution fut d'un acte qu'il qualifia lui-même de désespéré. Il postula que l'énergie ne pouvait pas être émise ou absorbée de façon continue, en flux ininterrompu, mais uniquement en paquets discrets, en portions indivisibles, qu'il appela des quanta. Ce n'était pour lui qu'un artifice mathématique, un stratagème pour faire disparaître l'infini de ses équations. Il ne croyait pas que ces paquets d'énergie avaient une réalité physique. Il avait tort sur ce point, et cette erreur est peut-être la plus féconde de l'histoire des sciences. En l'espace d'un quart de siècle, expérience après expérience confirma que l'énergie se déplace véritablement par paquets. Que le monde, à son niveau le plus fondamental, est granulaire. Que la continuité apparente de notre expérience quotidienne est une illusion masquant une réalité faite de bonds discrets, de marches d'escalier invisibles, de quantités qui ne peuvent prendre que certaines valeurs et jamais d'autres. Le correctif désespéré de Planck n'était pas un correctif. C'était la première vision authentique de l'architecture fondamentale de la nature. Et voici le détail que l'on ne souligne pas assez. L'homme qui a découvert la mécanique quantique ne croyait pas en la mécanique quantique. Il avait raison sur les mathématiques et complètement tort sur ce que ces mathématiques signifiaient. Si le créateur de l'équation n'a pas compris ce qu'elle décrivait, que peut-on dire de notre compréhension des équations que nous écrivons aujourd'hui ? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est au cœur d'un problème qui hante la physique depuis plus d'un siècle, un problème qui concerne la prédiction la plus exacte jamais réalisée par la science et la méthode profondément troublante qui l'a produite. Voici cette prédiction. Les physiciens ont calculé une propriété de l'électron appelée le moment magnétique anormal, la manière dont un électron répond à un champ magnétique. Le nombre qu'ils ont obtenu par le calcul correspond à la valeur mesurée expérimentalement avec une concordance de 12 décimales. 12 chiffres significatifs de correspondance parfaite entre la théorie et l'expérience. C'est un exploit d'une précision sans équivalent dans aucun autre domaine de la connaissance humaine. Mais la méthode qui a produit ce nombre devrait faire frémir quiconque s'arrête pour y réfléchir. Quand on calcule la façon dont un électron interagit avec son propre champ, les mathématiques produisent des valeurs infinies. Des infinis qui n'ont aucune signification physique, des nombres qui explosent vers l'absurde. Les physiciens ont alors développé une procédure systématique. Ils soustraient un infini d'un autre infini, extraient un résultat fini de cette opération vertigineuse et passent à la suite. Cette procédure s'appelle la renormalisation. Richard Feynman, l'un des architectes de cette méthode, l'a décrite en ces termes sans équivoque. On balaie les choses sous le tapis. Ce sont ses propres mots. L'homme qui a construit l'outil a admis qu'il dissimulait quelque chose plutôt que de le résoudre. La question qui se pose alors est aussi simple que vertigineuse. Qu'y a-t-il sous le tapis ? Nous ne le savons pas. Nous avons la bonne réponse, mais nous ne comprenons pas pleinement pourquoi la procédure qui l'a produit fonctionne. Chaque expérience de physique des particules jamais réalisée, chaque calcul ayant prédit le comportement de la matière à son niveau le plus fondamental, repose sur cette méthode. Et cette méthode, selon les mots de ses propres créateurs, contient quelque chose de non résolu en son cœur.
La plupart des physiciens vous diront que la renormalisation est un problème résolu, simplement un peu sale techniquement. C'est la version confortable de l'histoire. La version moins confortable est que nous avons construit la science la plus précise de l'histoire sur une méthode dont ses propres architectes ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas pleinement l'expliquer. Descendons encore d'un niveau, vers ce qui est peut-être le mystère le plus fondamental de la physique quantique, le moment où la physique se produit réellement et constate qu'elle n'a rien à dire à ce sujet. Chaque expérience de mécanique quantique se termine de la même façon. On prépare un système. Les mathématiques décrivent ce système comme existant simultanément dans plusieurs états. La particule est ici et là et partout où la probabilité le permet. Puis on effectue une mesure et la particule est quelque part de précis. Un seul endroit, un seul résultat. L'onde de possibilité s'est effondrée en un fait unique. L'équation de Schrödinger, l'équation qui gouverne tout cela, ne contient pas le moment où cet effondrement se produit. Il n'y a pas de terme pour cela dans l'équation. Pas de variable qui s'active quand une mesure est effectuée. L'équation décrit l'onde de possibilité évoluant de façon parfaitement lisse à travers le temps. Et puis la réalité produit un seul résultat, et l'équation n'a rien à dire sur comment ou pourquoi cette transition se produit. Ce n'est pas une lacune philosophique. C'est un trou technique au centre même de la physique. L'événement le plus fréquent de l'univers, un système quantique interagissant avec quelque chose d'assez grand pour constituer une mesure, est quelque chose que la théorie ne peut pas décrire. 100 ans. Aucune équation pour cela. Pour comprendre ce que cela signifie en pratique, il faut revenir à une expérience de 1922 qui a montré la réalité en train de faire un choix sans fournir la moindre explication. À Francfort, 2 physiciens, Otto Stern et Walter Gerlach, envoyèrent un faisceau d'atomes d'argent à travers un champ magnétique non uniforme. La physique classique prédisait que les atomes seraient déviés de manière continue, formant une tache étalée sur l'écran détecteur. Puisque l'orientation magnétique de chaque atome pouvait être quelconque, pointant dans n'importe quelle direction, la déviation devait produire un gradient lisse, un spectre continu de position sur la plaque de détection. Ce qu'ils obtinrent fut radicalement différent. Les atomes atterrirent en 2 points distincts. 2. Rien entre les deux, pas de gradient, pas de transition progressive. 2 taches nettes, séparées par un espace vide. Comme si la nature avait examiné l'éventail continu de possibilités et avait décrété « non, seulement ces 2 valeurs, choisies l'une ou l'autre ». C'était la découverte expérimentale du spin quantique. Et elle révélait quelque chose d'une importance fondamentale avec lequel les physiciens vivent inconfortablement depuis lors. La réalité n'est pas continue. Au niveau le plus profond, certaines propriétés de la matière ne se déclinent pas en gradations lisses. Elles viennent par marche, par valeur fixe, par saut discret, et quand une particule est forcée de choisir, elle choisit instantanément, sans états intermédiaires, et atterrit exactement là où les règles quantiques disent qu'elle doit atterrir, avec exactement la probabilité que les mathématiques prédisent. Les mathématiques fonctionnent à chaque fois avec une précision extraordinaire. Mais elles ne répondent pas à la question fondamentale. Pourquoi l'univers fonctionne-t-il par marche ? Quel est le mécanisme physique qui interdit à un atome d'argent d'avoir un spin pointant dans une direction arbitraire ? Qui l'oblige à choisir entre exactement 2 options et rien d'autre ? Nous pouvons écrire la règle. Nous pouvons calculer les probabilités. Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi la règle est la règle. Et voici ce qui rend cette situation véritablement étrange. Nous avons découvert que la réalité est quantifiée, qu'elle vient en portions discrètes, par surprise. Ce n'était pas une prédiction. Ce n'était pas une déduction à partir de principes premiers. C'était un accident, le résultat d'une expérience qui a produit quelque chose qui n'avait aucune raison d'exister selon les théories en vigueur.
L'univers nous a remis un fait fondamental sur sa propre structure, et nous n'avions aucun cadre pour comprendre pourquoi ce fait est vrai. Nous utilisons ce fait pour construire des technologies depuis un siècle. Nous ne savons toujours pas pourquoi il est vrai. Cette ignorance fondamentale nous amène à un moment charnière de l'histoire récente de la physique. Un moment qui aurait dû être un commencement et qui s'est révélé être, d'une certaine manière, une fin. Le 4 juillet 2012, le CERN annonça la découverte du boson de Higgs. La salle de conférence était bondée. Peter Higgs, qui avait prédit l'existence de cette particule presque 50 ans plus tôt, était présent dans l'auditorium. Des larmes coulèrent sur son visage. C'était la dernière pièce manquante du modèle standard de la physique des particules, le cadre théorique qui décrit toutes les particules élémentaires connues et 3 des 4 forces fondamentales de la nature. Le puzzle était complet. L'édifice théorique le plus ambitieux de la physique venait de recevoir sa validation finale, et c'est précisément là que les choses ont cessé de progresser. Le boson de Higgs était exactement là où le modèle standard avait dit qu'il serait. Sa masse était exactement celle que le modèle avait prédite. Pas de surprise, pas d'anomalie, pas de fissure dans la théorie par laquelle quelque chose de nouveau aurait pu se glisser. Et c'est cette perfection, paradoxalement, qui constituait le problème. Car le modèle standard n'est pas une théorie complète. Chaque physicien le sait. Il ne dit rien sur la gravitation. Il ne peut pas expliquer la matière noire. Il ne sait pas pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers. Il possède une vingtaine de paramètres libres, des nombres qui doivent être mesurés expérimentalement et insérés à la main dans les équations, parce qu'aucun principe ne les détermine. C'est, selon les mots de ceux qui l'utilisent quotidiennement, un cadre provisoire qui fonctionne remarquablement bien à l'intérieur de ses limites et qui s'effondre au-delà. Le grand collisionneur de Hadron, le LHC, avait été construit précisément pour explorer ce qui se trouve au-delà de ses limites. Il était conçu pour atteindre les énergies auxquelles de nouvelles particules, de nouvelles forces, de nouvelles physiques devaient apparaître. Presque toutes les prédictions théoriques le disaient. Il fonctionne depuis 2008. Il a trouvé le Higgs. Il n'a rien trouvé d'autre. Le silence qui a suivi 2012 est plus significatif que la découverte qui l'a précédé. Une découverte vous dit où vous êtes. Le silence vous dit que là où vous pensiez aller n'existe pas. L'instrument scientifique le plus coûteux jamais construit a confirmé ce que nous savions déjà et ne nous a rien donné sur quoi construire la suite. Et ce silence est intimement lié à l'effondrement d'un rêve théorique qui avait mobilisé des milliers de physiciens pendant 4 décennies. La supersymétrie était l'idée la plus élégante de la physique théorique depuis la relativité générale. Son principe était séduisant par sa simplicité. Chaque particule connue possède un partenaire, une version miroir plus lourde aux propriétés légèrement différentes. L'électron aurait un sélectron. Le quark aurait un squark. Le photon aurait un photino. Ces partenaires supersymétriques devaient être suffisamment lourds pour expliquer pourquoi nous ne les avions pas encore détectés, mais suffisamment légers pour apparaître aux énergies accessibles au LHC. La supersymétrie résolvait simultanément 3 problèmes majeurs de la physique fondamentale. Elle expliquait le problème de la hiérarchie, pourquoi la gravité est si extraordinairement faible comparée aux autres forces. Elle fournissait un candidat naturel pour la matière noire, la particule supersymétrique la plus légère, stable par construction mathématique. Et elle ouvrait la voie à l'unification des 3 forces fondamentales du modèle standard en une seule force primordiale à très haute énergie. C'était trop élégant pour être faux. C'est exactement ce que disaient les physiciens. Et c'est exactement ce qu'ils disaient avant que les résultats reviennent vides. Aucun partenaire supersymétrique a aucune masse, a aucune énergie accessible au LHC. Pas l'ombre d'une trace. Pas le moindre signal dans des milliards de collisions. Quand vous perdez votre direction la plus prometteuse,
vous ne perdez pas seulement une théorie. Vous perdez la carte. Vous êtes toujours dans le même territoire. Vous ne savez simplement plus dans quelle direction avancer. Et cette perte de direction nous amène à un problème qui se cache au cœur même du modèle standard. Un problème si vertigineux dans ses proportions qu'il défie l'intuition la plus robuste. Prenez un trombone. Tenez-le entre deux doigts. Maintenant, approchez un petit aimant à quelques centimètres. Le trombone bouge, attiré vers l'aimant. Vous venez de regarder l'électromagnétisme vaincre la gravité sur une distance mesurable. La force électromagnétique d'un aimant plus petit que votre pouce a surpassé l'attraction gravitationnelle d'une planète entière pesant 6000 milliards de milliards de tonnes. L'écart entre ces deux forces n'est pas un petit décalage. C'est un gouffre de 38 ordres de grandeur. La gravité est 10 puissance 38 fois plus faible que l'électromagnétisme. Écrit en entier, ce nombre comporte 38 zéros après le 1. C'est, par toute mesure concevable, la disproportion la plus extrême entre deux forces fondamentales de la nature. Et la physique n'a aucune explication pour expliquer pourquoi. Ce problème s'appelle le problème de la hiérarchie, et il ronge les fondations de la physique théorique depuis les années 70. Quand on calcule les corrections quantiques à la masse du boson de Higgs en utilisant la théorie quantique des champs, on obtient des contributions qui devraient pousser cette masse vers les échelles d'énergie les plus hautes de la physique, très loin de ce qui est observé. Pour obtenir la masse du Higgs que nous mesurons effectivement, ces contributions doivent s'annuler mutuellement avec une précision d'une partie sur 10 puissance 34. 34 de décimales d'annulation accidentelle. Ce n'est pas une coïncidence. Les coïncidences de cette ampleur n'existent pas dans la nature. Ce que cela signifie, c'est que le modèle standard, tel qu'il existe, requiert un ajustement fin de ses propres paramètres qu'aucun principe physique connu ne peut justifier. Les nombres fonctionnent uniquement s'ils sont réglés avec une précision extraordinaire par quelque chose que la théorie ne contient pas. La supersymétrie était censée résoudre ce problème. Sa structure mathématique aurait rendu cette annulation naturelle plutôt qu'accidentelle. Sans elle, le problème reste grand ouvert, béant comme une plaie au centre de notre meilleure description des particules élémentaires. Et nous voici à une croisée des chemins où la physique doit confronter non seulement ses mystères extérieurs, la matière noire, l'énergie noire, l'accélération cosmique, mais aussi ses mystères intérieurs, les paradoxes enfouis au cœur même de ses théories les plus réussies. Car le problème le plus profond n'est peut-être pas ce que nous ne savons pas sur l'univers, mais ce que nous ne comprenons pas dans les outils que nous utilisons pour le décrire. Pour toucher du doigt ce problème, il faut descendre encore plus profondément dans la structure de la matière et constater que chaque fois que la physique a cru atteindre le niveau le plus fondamental, ce niveau s'est révélé n'être qu'une autre surface. Au XIXe siècle, l'atome était la réponse ultime. Le mot lui-même vient du grec atomos, qui signifie indivisible. Les chimistes avaient traqué la matière jusqu'à ses unités fondamentales et trouvé quelque chose qui ne pouvait pas être coupé davantage. L'atome était le plancher, le sol ferme sous les pieds de la science. Puis, en 1897, J.J. Thomson envoya de l'électricité à travers un tube de verre et découvrit quelque chose de plus petit, l'électron. L'atome avait des composants. Le plancher avait un sous-sol. Au début du XXe siècle, Ernest Rutherford découvrit le noyau au centre de l'atome. Dans les années 30, le noyau fut décomposé en protons et neutrons. À chaque étape, la nouvelle couche était annoncée comme fondamentale, comme la chose à partir de laquelle tout le reste était construit. À chaque étape, elle se révélait avoir une structure en dessous. Puis, dans les années 60, Murray Gell-Mann proposa que les protons et les neutrons n'étaient pas fondamentaux non plus. Ils étaient décomposés de quarks,
des particules encore plus petites, liées si étroitement qu'elles n'ont jamais été observées individuellement. Si vous tentez d'arracher un quark d'un proton, l'énergie nécessaire crée de nouveaux quarks avant que l'original puisse être isolé. Le confinement des quarks est une prison dont aucune particule ne s'échappe seule. La question qui s'impose alors est simple. Où cela s'arrête-t-il? La théorie des cordes, que nous examinerons plus en détail, propose que les quarks et les électrons ne sont eux-mêmes pas fondamentaux. Ils seraient, selon cette théorie, de minuscules boucles d'énergie vibrante opérant à une échelle si petite qu'aucun instrument concevable ne pourra jamais en observer une directement. La longueur de Planck, l'échelle à laquelle la théorie des cordes opère, est au proton ce que le proton est au système solaire. L'abîme de l'infiniment petit semble ne pas avoir de fond. Et voici ce qui constitue la version honnête de notre situation. Nous ne savons pas si la régression s'arrête. Nous n'avons aucun principe physique qui garantisse que la réalité possède un niveau ultime, un plancher véritable. Nous avons supposé, à chaque étape, que nous l'avions atteint. Nous avons eu tort à chaque fois. Et le cadre théorique qui propose actuellement le niveau le plus profond, les cordes, ne peut pas être testé. Cette impossibilité de tester nous conduit à une question encore plus troublante concernant l'espace lui-même, cette scène apparemment vide sur laquelle se joue le théâtre de l'univers. La plupart des gens pensent à l'espace comme au contenant dans lequel tout le reste se trouve. Le fond neutre, la toile vierge, le vide entre les objets, c'est intuitivement évident. Et c'est probablement faux. Si l'on prend la mécanique quantique au sérieux, et nous devons le faire car elle continue d'avoir raison, alors l'espace lui-même devrait être quantifié. Si l'énergie vient en paquets minimaux, si le spin vient en valeur fixe, si tout au niveau quantique est discret plutôt que continu, alors l'espace ne peut pas être l'exception. Il devrait exister une distance minimale, une unité indivisible d'espace en dessous de laquelle le concept même de localisation cesse d'avoir un sens. Cette distance existe dans nos théories. Nous l'appelons la longueur de Planck. Elle est si petite qu'un proton, déjà incroyablement minuscule, est autant plus grand que la longueur de Planck que le système solaire est plus grand qu'un proton. Nous ne pouvons pas nous en approcher. Aucun instrument que nous pourrions concevoir ne sonderait directement cette échelle. Mais voici ce que cela signifie pour l'espace dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Si la gravité quantique à boucle est correcte, et c'est l'un des cadres théoriques les plus sérieux dont nous disposons, alors la fluidité de l'espace est une illusion. Ce qui ressemble à une géométrie continue et sans couture est en réalité granulaire à une échelle que nous ne pouvons pas voir. Comme une photographie qui semble parfaitement lisse jusqu'à ce que vous zoomiez assez pour voir les pixels. Sauf que nous ne pouvons jamais zoomer aussi loin. L'espace pourrait être pixelisé, et nous ne le saurons peut-être jamais directement. Cette idée d'un espace granulaire nous mène naturellement vers la théorie la plus ambitieuse jamais conçue par l'esprit humain. Une théorie qui promet de tout unifier et qui, selon le point de vue, représente soit la voie la plus prometteuse vers une compréhension complète de la réalité, soit l'impasse la plus sophistiquée jamais construite. La théorie des cordes repose sur une idée d'une simplicité trompeuse. Chaque particule, chaque électron, chaque quark, chaque photon n'est pas un objet ponctuel, mais une minuscule boucle d'énergie vibrante, une corde. Différentes particules correspondent à différents modes vibratoires du même objet fondamental, de la même manière qu'une corde de guitare peut produire différentes notes selon la façon dont elle vibre. Cette idée unique, si elle est correcte, unifierait toutes les particules et toutes les forces, y compris la gravité, en un seul cadre mathématique. Ce serait la théorie du tout que la physique cherche depuis Einstein. Les mathématiques de la théorie des cordes sont véritablement extraordinaires. Elles sont profondes, internement cohérentes, et ont produit des avancées qui ont transformé les mathématiques pures. Les physiciens qui travaillent dans ce domaine
décrivent une sorte d'attraction presque esthétique, le sentiment que quelque chose d'aussi beau doit pointer vers quelque chose de réel. Mais voici le problème. La théorie des cordes exige que l'espace possède 10 dimensions, 9 dimensions d'espace et une de temps. Les 6 dimensions supplémentaires sont enroulées à des échelles trop petites pour être détectées. Et la façon dont ces dimensions s'enroulent détermine la physique spécifique de l'univers qui en résulte. Les masses des particules, les intensités des forces, la valeur de la constante cosmologique. Différentes configurations des dimensions supplémentaires produisent différentes physiques. Combien de configurations sont possibles ? L'estimation actuelle est de 10 puissance 500. Ce n'est pas une fourchette. C'est le nombre de versions distinctes de la physique que la théorie des cordes autorise mathématiquement. Chacune décrit un univers différent avec des lois différentes. Nous vivons dans l'une d'elles. Nous ne pouvons pas calculer laquelle à partir de principes fondamentaux. Nous ne pouvons pas tester les autres. Nous ne pouvons même pas trouver un principe qui sélectionnerait notre univers parmi ce paysage de possibilités. Une théorie qui décrit 10 puissance 500 univers et ne peut pas spécifier dans lequel nous vivons à un problème qui dépasse l'accès expérimental. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas encore la tester, c'est que le cadre pourrait être trop flexible pour être faux. Et une théorie qui ne peut pas être fausse ne peut rien vous dire de définitif sur la réalité. Mais le problème va plus loin que le nombre de solutions. Il touche à quelque chose de plus fondamental, l'incompatibilité structurelle entre les deux piliers de la physique moderne. Au centre de chaque trou noir et à l'instant initial du Big Bang, les deux meilleures théories de la physique sont requises simultanément. La relativité générale, qui décrit la gravité, l'espace et le temps, et la mécanique quantique, qui décrit tout le reste aux échelles les plus petites. Les deux théories sont nécessaires. Les deux fonctionnent avec une précision extraordinaire dans leurs domaines respectifs. Et quand on essaie de les appliquer ensemble, les mathématiques produisent du non-sens. Pas un non-sens approximatif. Des divisions par zéro, des valeurs infinies dépourvues de toute signification physique. Le calcul s'effondre totalement. Ce n'est pas un problème technique en attente d'un ordinateur plus puissant. C'est une incompatibilité structurelle. La relativité générale traite l'espace-temps comme un tissu lisse et continu qui se courbe en présence de masse. La mécanique quantique traite le monde comme fondamentalement discret et probabiliste, avec des champs qui fluctuent aléatoirement même dans le vide. Ces deux images de la réalité ne sont pas simplement différentes. Elles font des hypothèses contradictoires sur la nature même de l'espace. Nous savons exactement où le problème se situe. Nous connaissons les conditions précises dans lesquelles nos deux meilleures théories cessent de fonctionner. Le centre d'un trou noir. La première fraction de seconde après le Big Bang. Ce ne sont pas des inconnus du Bolu vague. Ce sont des emplacements spécifiques où les lois connues de la physique cessent de fonctionner. Nous les avons encerclés sur la carte. Nous ne pouvons simplement pas y aller. Et nous ne pouvons pas construire une théorie qui décrive ce qui s'y passe sans que les mathématiques s'effondrent. Cette impasse nous ramène à une histoire plus ancienne, celle d'un nombre qu'Einstein a mis dans ses propres équations sans y croire, qu'il a retiré quand cela l'arrangeait et que l'univers lui a renvoyé 30 ans plus tard. En 1917, les équations de la relativité générale d'Einstein produisaient obstinément un univers soit en expansion, soit en contraction. C'était inacceptable. Tout le monde, y compris Einstein, croyait que l'univers était statique et éternel. Alors il ajouta un terme à ces équations, une constante, quelque chose qui agissait comme une force répulsive pour maintenir tout en équilibre. Quand Edwin Hubble montra que l'univers était effectivement en expansion, Einstein retira la constante et la qualifia de plus grande erreur de sa carrière. Puis, en 1998, l'expansion se révéla être en accélération.
Quelque chose poussait tout dans l'univers à s'éloigner avec une force croissante. Quelque chose qui se comportait exactement comme une force répulsive intégrée au tissu même de l'espace. La constante cosmologique était de retour. L'erreur s'avérait être la réponse. Mais voici ce que cette histoire ne dit pas assez clairement. La constante cosmologique fonctionne comme description. Le nombre correspond aux observations. Ce qu'elle ne fait pas, c'est s'expliquer elle-même. Nous ne savons pas pourquoi l'espace possède cette densité d'énergie particulière. Nous ne savons pas d'où vient ce nombre. Nous ne pouvons pas le dériver de quelque chose de plus profond. Il se trouve dans l'équation parce que l'univers l'exige, et l'univers ne nous a pas dit pourquoi. Et cette absence d'explication nous conduit vers l'une des idées les plus vertigineuses de la physique moderne. L'hypothèse que chaque fois qu'une mesure est effectuée en mécanique quantique, l'univers se divise. En 1957, un jeune physicien nommé Hugh Everett soumit sa thèse de doctorat à Princeton. Son directeur de thèse était John Wheeler, l'un des physiciens les plus influents du siècle. L'idée d'Everett était à la fois radicale et d'une logique implacable. Si l'équation de Schrödinger est universellement valide, si elle s'applique non seulement aux particules individuelles mais à l'univers entier, alors la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Chaque résultat possible de chaque mesure se réalise. L'univers se divise en branches, chaque branche contenant une version de la réalité où un résultat différent s'est produit. Toutes les branches sont également réelles. Nous n'en percevons qu'une seule parce que nous sommes à l'intérieur d'une seule. La communauté scientifique accueillit cette idée froidement. Everett quitta le monde académique, travailla dans la défense et mourut en 1982, largement ignoré par le domaine qu'il avait tenté de transformer. Il aurait dit que l'histoire lui donnerait raison. Il ne vécut pas assez longtemps pour le voir se produire, car quelque chose de remarquable s'est produit depuis. L'interprétation des mondes multiples est aujourd'hui considérée comme une position sérieuse, défendue par une fraction significative des physiciens les plus respectés au monde. David Deutsch, l'un des fondateurs de l'informatique quantique, affirme que c'est la seule interprétation qui prend les mathématiques pleinement au sérieux. Mais voici le problème fondamental. Cette interprétation ne peut pas être testée, jamais. Par construction, les autres branches sont inaccessibles. Il n'existe aucune expérience qui pourrait confirmer ou réfuter leur existence. L'interprétation est compatible avec chaque donnée jamais recueillie parce qu'elle est compatible avec chaque résultat possible. Que signifie le mot scientifique quand il est appliqué à un cadre théorique qui est compatible avec toute observation concevable? Et que faisons-nous quand nous acceptons des réalités parallèles invérifiables comme une position dominante dans une science expérimentale? Cette question nous conduit vers l'un des débats les plus célèbres et les plus durables de la physique du XXe siècle, ce qui arrive à l'information quand elle tombe dans un trou noir. En 1974, Stephen Hawking fit une découverte théorique qui allait hanter la physique pendant des décennies. Il montra que les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Les effets quantiques près de l'horizon des événements, cette frontière au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, causent une émission lente et continue d'énergie et de particules. Ce rayonnement, désormais appelé rayonnement de Hawking, est thermique. Il est aléatoire. Il ne porte aucune information sur ce qui est tombé dans le trou noir. Et parce que le trou noir perd de l'énergie à travers ce rayonnement, il s'évapore progressivement, lentement, inexorablement sur des échelles de temps qui dépassent l'imagination. Pour un trou noir de masse stellaire, le temps d'évaporation dépasse l'âge actuel de l'univers par des facteurs astronomiques. Mais le processus est inéluctable. Le trou noir finit par disparaître complètement. Voici le problème. La mécanique quantique possède une règle fondamentale, l'une de ses règles les plus profondes,
L'information ne peut pas être détruite. Tout processus physique est en principe réversible. Si vous connaissez l'état final d'un système avec une précision parfaite, vous pouvez calculer son état initial. Cette propriété s'appelle l'unitarité, et elle n'est pas optionnelle. Elle est intégrée dans la structure mathématique même de la mécanique quantique. Mais si un trou noir s'évapore et que le rayonnement émis ne porte aucune information sur ce qui est tombé dedans, alors l'information a été détruite. Une étoile, une planète, une bibliothèque, tout ce qui a jamais franchi l'horizon des événements a disparu. Pas simplement rendu inaccessible, disparu. L'unitarité est violée. Leonard Susskind, l'un des plus éminents physiciens théoriciens au monde, affirma que c'était impossible. L'unitarité était inviolable. L'information devait s'échapper d'une manière ou d'une autre, encodée dans le rayonnement de Hawking sous une forme trop subtile pour être directement perçue. Hawking maintint sa position pendant 3 décennies. En 2004, il concéda. Il reconnut s'être trompé et admit que l'information était probablement préservée. Mais il ne fournit pas de mécanisme complet pour expliquer comment. Et c'est là que réside la version honnête de cette histoire. L'argument s'est terminé, mais le problème, lui, n'est pas résolu. Nous n'avons pas de description complète de la façon dont l'information s'échappe d'un trou noir. Nous avons des arguments convaincants pour dire qu'elle le doit, fondés sur l'unitarité. Nous avons les mathématiques du principe holographique qui pointent dans une direction. Mais le mécanisme réel, l'histoire physique de la façon dont chaque morceau d'information ayant jamais franchi un horizon des événements est encodé dans le rayonnement sortant, reste une question ouverte. Et c'est précisément de ce débat qu'a émergé l'une des idées les plus stupéfiantes de la physique théorique moderne. En 1997, Juan Maldacena publia un article qui est aujourd'hui le plus cité de l'histoire de la physique théorique. Ce qu'il montrait était que 2 théories complètement différentes, l'une avec gravité, l'autre sans, l'une en 5 dimensions, l'autre en 4, sont mathématiquement identiques. Chaque calcul dans l'une se transpose parfaitement en un calcul dans l'autre. Elles sont la même théorie, écrite dans 2 langages différents. L'implication est quelque chose qui semble faux la première fois qu'on l'entend. L'intérieur tridimensionnel d'un espace, tout ce qu'il contient, chaque particule, chaque force, la gravité elle-même, peut être complètement décrit par une théorie vivant sur sa surface bidimensionnelle. Comme un hologramme, un film plat qui contient toute l'information nécessaire pour reconstruire une image tridimensionnelle. L'univers pourrait fonctionner exactement de cette manière. La profondeur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la distance entre vous et le mur en face de vous, pourrait ne pas être fondamentale. Elle pourrait être une propriété qui émerge de l'information encodée sur une surface que vous ne pouvez pas voir, dans moins de dimensions que celles que vous percevez. La 3e dimension pourrait être quelque chose que l'univers génère, pas quelque chose dont l'univers est fait. Comment sauriez-vous faire la différence? Et que signifie le mot réel si la dimension à travers laquelle vous vous déplacez chaque jour est émergente plutôt que fondamentale? La plupart des physiciens disent que c'est simplement un outil de calcul puissant. Mais la signification du mot « simplement » devient floue quand l'outil est exact, complet, et décrit tout ce que nous observons. À un certain point, simplement des mathématiques et la réalité deviennent la même chose. Et nous avons peut-être franchi ce point sans le remarquer. Mais ces questions sur la nature de l'espace nous ramènent à l'incompatibilité fondamentale entre nos 2 grands cadres théoriques, une incompatibilité qui a trouvé son expression la plus aiguë et la plus dérangeante dans un paradoxe découvert en 2012. Joseph Polchinski, accompagné de 2 collègues, se pencha sur les mathématiques de ce qui se passe au bord d'un trou noir. Ils n'attendaient pas ce qu'ils allaient trouver,
Ce que les mathématiques produisirent était si inconfortable que lorsqu'ils publièrent leurs résultats, la communauté des physiciens passa des années à chercher une erreur. Personne n'en trouva une. La relativité générale affirme que franchir un horizon des événements ne devrait rien produire de perceptible. Pas de mur soudain, pas de moment dramatique. On traverserait cette frontière invisible sans s'en rendre compte, du moins pendant un certain temps. L'horizon est un point de non-retour défini par la géométrie, pas par une structure physique. Mais le calcul de Polchinski montrait autre chose. Quand on applique les règles de la mécanique quantique à l'horizon des événements, spécifiquement la règle selon laquelle l'information quantique ne peut pas être détruite, les mathématiques produisent un mur de radiation intense exactement à la frontière. Un observateur tombant dans le trou noir ne dériverait pas doucement à travers l'horizon. Il heurterait quelque chose. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du mur de feu. 3 hypothèses, toutes considérées comme solides. La mécanique quantique est correcte, la relativité générale est correcte, l'information est préservée, produisent ensemble une contradiction. L'une d'entre elles doit céder. Nous ne savons pas laquelle. Et ce paradoxe est symptomatique de l'état actuel de la physique théorique. Non pas au bord de l'achèvement, mais face à une contradiction tripartite sans issue claire. Pour comprendre pourquoi cette situation est si profondément troublante, il faut revenir à l'une des expériences de pensée les plus célèbres de l'histoire des sciences, proposée par Albert Einstein lui-même, dans un article qu'il croyait capable de démontrer que la mécanique quantique était incomplète. En 1935, Einstein publia avec 2 collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, un article décrivant une situation si étrange que, selon Einstein, elle prouvait que quelque chose manquait dans la théorie quantique. Le scénario est le suivant. 2 particules interagissent, puis s'éloignent dans des directions opposées. La mécanique quantique affirme que certaines propriétés de ces particules, comme leur spin, restent connectées même après la séparation. Mesurez l'une, et vous savez instantanément quelque chose sur l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein qualifia cela d'action fantomatique à distance et déclara que c'était absurde. Si mesurer une particule affecte instantanément une autre particule de l'autre côté de la galaxie, alors de l'information voyage plus vite que la lumière, et rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc, conclut Einstein, la mécanique quantique devait être incomplète. Il devait exister des variables cachées, de l'information supplémentaire portée par les particules qui détermine à l'avance le résultat des mesures, sans besoin de connexion instantanée. L'argument était propre, il semblait hermétique. Et il était faux. En 1964, un physicien irlandais nommé John Bell accomplit quelque chose de discrètement dévastateur. Il prit l'argument d'Einstein et le transforma en mathématiques. Il dériva une inégalité, une limite numérique précise, que toute théorie à variables cachées doit satisfaire. Si le monde fonctionne comme Einstein le pensait, les expériences produiraient des résultats restant en deçà de la limite de Bell. Si la mécanique quantique avait raison et que la connexion entre les particules était véritablement instantanée et non locale, les expériences violeraient cette limite. Les expériences furent menées. La limite fut violée. Alain Aspect et son équipe confirmèrent cela en 1982 avec une précision qui ne laissait aucune place aux explications alternatives. Le résultat a été confirmé des centaines de fois depuis, avec des contrôles de plus en plus rigoureux fermant chaque échappatoire possible. Les tests les plus récents, dits sans faille, furent achevés en 2015. La réponse n'a pas changé. La réalité est non locale. 2 particules ayant interagi restent connectées à travers n'importe quelle distance. Mesurer l'une détermine instantanément quelque chose sur l'autre. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une approximation.
C'est une propriété mesurée, reproductible, expérimentalement confirmée de l'univers dans lequel nous vivons. La vision de la réalité d'Einstein, où les objets possèdent des propriétés définies indépendamment de toute mesure et où rien n'influence rien d'autre plus vite que la lumière, est fausse. Pas approximativement fausse. Réfutée par l'expérience. Le prix Nobel de physique 2022 fut décerné spécifiquement pour ses travaux à Aspet, John Clauser et Anton Zeilinger. Et pourtant, la plupart des gens traversent leur vie avec la vision d'Einstein en tête. Des objets solides, possédant des propriétés définies, connectés aux autres objets uniquement par des forces voyageant à une vitesse finie. Cette vision est fausse. L'univers ne fonctionne pas de cette manière. Mais la non-localité quantique, aussi troublante soit-elle, n'est que le prélude à une question encore plus vertigineuse, celle de l'ajustement extraordinairement précis des constantes fondamentales de la nature. Ces nombres qui semblent choisis avec une exactitude presque suspecte pour permettre notre existence. L'histoire commence avec un astronome britannique qui ne croyait pas au Big Bang. Fred Hoyle avait inventé le terme par moquerie. Il avait tort sur ce point. Mais en 1953, il accomplit quelque chose qui reste l'un des moments les plus étranges de l'histoire des sciences. Il prédit une propriété du carbone, non pas parce que la physique l'a suggéré, mais parce que nous existons. Le raisonnement était le suivant. Le carbone est le fondement de la vie. Chaque être vivant repose sur la chimie du carbone. Pour que le carbone existe dans l'univers en quantité suffisante, il doit être produit à l'intérieur des étoiles par une réaction nucléaire spécifique impliquant la fusion de 3 noyaux d'hélium. Hoyle calcula que pour que cette réaction se produise au rythme nécessaire, le noyau de carbone devait posséder un niveau d'énergie interne très spécifique, une résonance à presque exactement la bonne énergie pour rendre la réaction efficiente. À l'époque, aucune telle résonance n'avait été mesurée. Hoyle se rendit dans un laboratoire de Caltech et dit aux expérimentateurs de la chercher à une énergie précise. Ils pensèrent qu'il leur faisait perdre leur temps. Ils cherchèrent quand même. Elle était là, exactement où il l'avait dit. Hoyle aurait quitté le laboratoire ébranlé. Il avait prédit une propriété nucléaire du carbone en utilisant uniquement le fait que la vie fondée sur le carbone existe. L'univers, semblait-il, avait été arrangé pour que le carbone se forme. Il écrivit plus tard que cela ressemblait moins à une découverte qu'à la lecture d'un message. Et ce message devient encore plus troublant quand on examine la sensibilité des constantes fondamentales aux variations les plus infimes. Modifier la force nucléaire forte de 2%. Seulement 2. Dans un sens, les protons ne peuvent pas se former. Dans l'autre, l'hydrogène brûle trop vite et les étoiles, comme le Soleil, ne vivent pas assez longtemps pour que des planètes développent la vie. Dans les deux cas, nous n'existons pas. Changer légèrement l'intensité de l'électromagnétisme et la chimie cesse de fonctionner. Modifier le rapport entre la masse de l'électron et celle du proton et les molécules stables deviennent impossibles. Augmenter la constante cosmologique d'un facteur modeste et l'univers s'étend si vite que la matière ne s'agglomère jamais en galaxies. Diminuez-la et tout s'effondre avant que les étoiles puissent se former. En 1973, le physicien Brandon Carter donna un nom à ce schéma. Il l'appela le principe anthropique. L'observation fondamentale est que les constantes physiques de notre univers semblent ajustées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de structures complexes, de chimie et de vie. Le mot « ajusté » est là où l'inconfort commence parce que « ajuster » implique un ajusteur et la physique n'est pas censée en avoir. Les constantes sont ce qu'elles sont. Nous les mesurons, nous les utilisons. Nous ne pouvons pas les dériver d'un principe plus profond. Elles sont les données d'entrée de nos équations,
des nombres qui doivent être fournis par l'expérience parce qu'aucune théorie ne les produit à partir de principes fondamentaux. Et si le multivers n'était pas seulement une explication, mais la version la moins inconfortable d'un ensemble d'options beaucoup plus étranges? Si les constantes de la physique semblent ajustées pour la vie, la manière la plus simple de rendre cela moins remarquable est de multiplier les univers. S'il existe une infinité d'univers, chacun avec des valeurs différentes des constantes, des intensités différentes des forces, des masses différentes des particules, alors quelque part dans cette collection infinie, un univers comme le nôtre existera. Nous y vivons parce que nous ne pourrions vivre dans aucun autre. L'ajustement fin se dissout dans les statistiques. C'est la position de Leonard Susskind. C'est l'un des physiciens les plus éminents de notre époque, un fondateur de la théorie des cordes. Et il a soutenu sérieusement que le multivers n'est pas une spéculation mais une implication. Que le paysage de la théorie des cordes, avec ses 10 puissance 500 solutions, n'est pas un problème à résoudre mais une carte de réalité effectivement existante. L'argument possède une logique propre et il possède un problème sérieux. Une théorie qui explique notre univers en proposant une infinité d'univers que nous ne pouvons pas observer ne fait aucune prédiction testable contre notre univers seul. Toute valeur de toute constante est compatible avec la théorie, parce qu'un univers dans la collection infinie aura cette valeur. Une théorie compatible avec chaque observation possible ne fait pas le travail qu'une théorie est censée faire. Paul Steinhardt, l'un des architectes originaux de l'inflation cosmique, s'est retourné vivement contre le multivers pour exactement cette raison. Il soutient qu'une théorie qui ne peut pas être réfutée n'est pas de la science. C'est un cadre pour éviter les questions plutôt que d'y répondre. Et cette critique s'applique avec une force particulière à la théorie de l'inflation cosmique elle-même, qui est à l'origine de l'idée du multivers. En 1980, un physicien du nom d'Alan Guth proposa que dans la première fraction de seconde après le Big Bang, nous parlons de 10 puissance moins 32 secondes, l'univers subit une période d'expansion extraordinairement rapide. Pas simplement rapide, exponentiellement rapide. En un instant presque incommensurablement bref, l'espace se dilata d'un facteur d'au moins 10 puissance 26. Tout ce que nous pouvons observer aujourd'hui s'est étendu à partir d'une région plus petite qu'un proton. L'inflation cosmique résolvait simultanément 3 problèmes majeurs de la cosmologie. Elle expliquait pourquoi l'univers semble identique dans toutes les directions. Elle expliquait pourquoi l'espace est géométriquement plat plutôt que courbé. Et elle expliquait pourquoi nous n'observons pas certaines particules exotiques prédites par les théories antérieures. 3 problèmes, un seul mécanisme, des prédictions nettes confirmées par les observations. L'inflation devint le modèle standard de l'univers primordial. Puis, les complications arrivèrent. Les mêmes mathématiques qui font fonctionner l'inflation impliquent aussi que, une fois démarrée, l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Différentes régions de l'espace cessent de gonfler à des moments différents, chacune devenant un univers bulle séparé avec ses propres propriétés. C'est l'inflation éternelle, et elle produit non pas quelques univers, mais une infinité, chacun potentiellement avec des constantes physiques différentes. Steinhardt, qui avait contribué à développer la théorie, finit par conclure que cela n'était pas un avantage, mais un défaut fatal. Une théorie qui prédit tous les univers possibles ne prédit rien du tout. Si l'inflation peut produire n'importe quel résultat, elle ne peut être testée contre aucun résultat spécifique. Et nous voici face à un motif récurrent qui devrait donner le vertige. Les 2 cadres théoriques les plus célébrés des 40 dernières années, la théorie des cordes et l'inflation cosmique, mènent tous deux à la même conclusion, une infinité d'univers, 0 accès expérimental. Quittons un instant ces hauteurs cosmologiques pour revenir à une expérience qui tient dans un laboratoire de la taille d'une pièce, mais dont les implications sont aussi vastes que l'univers lui-même. Tirer un seul électron vers une barrière percée de 2 fentes.
Derrière la barrière, placez un écran détecteur. Si l'électron est une particule, une minuscule bille, il devrait passer par l'une ou l'autre fente et laisser une seule marque sur l'écran. Si vous tirez de nombreux électrons, vous devriez obtenir 2 amas de marques, un derrière chaque fente. Ce que vous obtenez à la place est un motif d'interférence. Des bandes alternées de marques nombreuses et d'absence de marques étalées sur tout l'écran. Le motif que la lumière produit quand 2 ondes se chevauchent et soit se renforcent, soit s'annulent mutuellement. L'électron, tiré seul, est passé par les 2 fentes simultanément. Il a interféré avec lui-même. Il s'est comporté comme une onde. Maintenant, placez un détecteur à l'une des fentes pour savoir par laquelle l'électron est réellement passé. Le motif d'interférence disparaît. Au moment où vous mesurez quel chemin l'électron a emprunté, il cesse de prendre les 2 chemins. L'onde s'effondre. Vous obtenez 2 amas de marques, comportement de particules. L'acte de regarder a changé ce qui s'est produit. Ce n'est pas une bizarrerie du dispositif expérimental. Les physiciens ont réalisé des versions de cette expérience où la mesure est effectuée en intriquant l'électron avec une autre particule très éloignée. Aucun contact physique avec l'électron. Le motif d'interférence disparaît quand même. Le simple fait qu'une information soit disponible quelque part dans l'univers sur le chemin emprunté par l'électron suffit à changer le résultat. Quel genre de réalité cela décrit-il? Une réalité où ce qui se passe dépend de si c'est enregistré? Une réalité où le chemin de l'électron n'est pas déterminé tant que l'information à son sujet n'existe pas quelque part? Ce n'est pas une métaphore de l'étrangeté quantique. C'est une description littérale de ce que l'expérience montre. Et cette étrangeté atteint son paroxysme quand on pousse la question plus loin et qu'on se demande si le passé lui-même est fixé avant que quelqu'un ne le regarde. John Wheeler, le physicien qui a donné aux trous noirs leur nom, proposa une variante de l'expérience des 2 fentes qui poussa le paradoxe à son extrême. Ne décidez pas si vous allez mesurer par quelle fente l'électron est passé avant que l'électron ait déjà traversé la barrière. Faites le choix, observez ou ne pas observer, au tout dernier moment, après que l'électron est déjà en vol au-delà des fentes. L'intuition classique dit que cela ne devrait rien changer. L'électron est déjà passé par une fente ou par les 2. Ce qui s'est produit, c'est produit. Votre décision maintenant ne peut pas remonter dans le temps et modifier le passé. Mais la mécanique quantique dit le contraire. Et quand l'expérience fut réellement réalisée, en utilisant des photons plutôt que des électrons, avec le choix effectué par un générateur de nombres aléatoires après que le photon avait traversé l'appareil, le résultat confirma la mécanique quantique. Choisir de mesurer quel chemin avait été emprunté après que le photon avait déjà voyagé à travers l'appareil changea le motif sur l'écran rétroactivement. Le comportement passé du photon dépendait d'une décision prise dans son futur. En mécanique quantique, le passé n'est pas entièrement déterminé tant que l'information à son sujet n'est pas fixée dans le présent. Le photon n'avait pas de trajectoire définie à travers les fentes tant que la décision de regarder ou non n'avait pas été prise, même si cette décision est venue après. Le passé n'est pas pleinement réel tant que le présent ne le verrouille pas. Ce n'est pas de la philosophie, c'est ce que l'expérience montre. Et cette fluidité du passé est rendue plus étrange encore par l'intrication quantique, ce phénomène où la connexion entre des particules opère non seulement à travers le temps, mais à travers n'importe quelle distance dans l'espace. Prenez 2 particules, laissez-les interagir de sorte que leurs propriétés deviennent liées, puis séparez-les. Envoyez l'une dans un laboratoire à Paris et l'autre dans un laboratoire à Tokyo. Mesurez le spin de la particule à Paris. Au moment où vous le faites, la particule à Tokyo a un spin défini aussi. Pas approximativement, pas après un délai pour qu'un signal voyage. Instantanément, quelle que soit la distance.
Cette corrélation instantanée est réelle, mais elle ne permet pas d'envoyer un message plus vite que la lumière. Le résultat de chaque mesure est aléatoire, et on ne peut pas contrôler quel résultat on obtient. La théorie ne viole donc pas la relativité d'une manière qui permettrait la communication supraluminique, mais elle signifie que deux particules séparées par n'importe quelle distance ne sont pas des systèmes pleinement indépendants. Elles partagent un état. Ce qui arrive à l'une est instantanément corrélé à ce qui arrive à l'autre. Que signifie-t-il pour notre image de l'espace que deux objets situés aux côtés opposés de l'univers puissent être connectés d'une façon qui ignore la distance entre eux? L'espace, dans l'image quantique, ne sépare pas les choses de la manière dont nous le supposons. La distance entre deux particules intriquées est, en un certain sens, sans pertinence pour leur relation physique. Et si la distance peut être sans pertinence, que fait exactement l'espace? Pour tenter de répondre à cette question, il faut examiner la tentative la plus sérieuse d'expliquer le problème de la mesure sans invoquer un observateur et ce qu'elle a révélé à la place. Pendant des décennies, le problème de la mesure est resté dans la physique comme une écharde que tout le monde avait appris à ignorer. En 1981, un physicien nommé Wojciech Zurek proposa un cadre qui semblait, pendant un moment, capable de dissoudre entièrement le problème. Il l'appela la décohérence. L'idée est la suivante. Les systèmes quantiques n'existent pas dans l'isolement. Un électron, dans un laboratoire, est entouré de molécules d'air, de photons, de vibrations dans l'équipement. Chacune de ces interactions intrigue l'état quantique de l'électron avec l'environnement. La superposition ne disparaît pas. Elle se propage. Elle s'intrigue avec tellement de particules dans l'environnement que les différentes branches de la fonction d'onde ne peuvent plus interférer les unes avec les autres. Elles deviennent effectivement séparées. Le motif d'interférence est perdu, non pas parce que la fonction d'onde s'est effondrée, mais parce que la cohérence entre les branches a été diluée par l'environnement. C'est un phénomène réel. Il est mesurable. Il explique pourquoi les superpositions quantiques sont fragiles et pourquoi les objets macroscopiques se comportent de manière classique. Ils décohèrent presque instantanément parce qu'ils interagissent avec un nombre astronomique de particules. Mais voici ce que la décohérence ne fait pas. Elle n'explique pas pourquoi vous obtenez un seul résultat. Après la décohérence, les mathématiques décrivent toujours une fonction d'onde avec plusieurs branches. Une branche où la particule est allée à gauche, une autre où elle est allée à droite. Les branches ne communiquaient plus entre elles, mais elles sont toutes encore là dans les mathématiques. La décohérence vous dit pourquoi les branches cessent de se parler. Elle ne vous dit pas pourquoi vous vous retrouvez dans une seule d'entre elles. Nous avons remplacé une question ouverte par une version plus nette de la même question ouverte. Et chaque tentative sérieuse d'expliquer les fondements de la mécanique quantique a soit introduit des éléments invérifiables, des mondes parallèles, des variables cachées, soit laissé la question centrale sans réponse. Nous travaillons sur ce problème depuis 100 ans. La question ne diminue pas. Et elle nous conduit vers quelque chose de plus fondamental encore. La question de savoir si le cadre que nous utilisons pour décrire la réalité quantique contient le temps. Si vous écrivez l'équation qui est censée décrire l'état quantique de l'univers entier, en combinant la mécanique quantique avec la relativité générale de la manière la plus directe que les physiciens connaissent, quelque chose d'étrange se produit. L'équation fonctionne, mais le temps en disparaît. Cette équation s'appelle l'équation de Wheeler-DeWitt. Elle fut développée dans les années 60 par John Wheeler et Bryce DeWitt comme l'une des premières tentatives sérieuses d'écrire la gravité quantique. Et elle possède une caractéristique qui trouble les physiciens depuis lors. La fonction d'onde de l'univers qu'elle décrit n'évolue pas. Il n'y a pas de variable temporelle. L'équation est statique. L'univers, selon ses mathématiques, ne change pas. Mais l'univers change. Les choses se produisent. Des séquences d'événements surviennent dans un ordre défini.
Le temps est la caractéristique la plus immédiate de l'expérience. La seule chose qui semble impossible à nier. Et pourtant, l'équation qui est censée décrire la réalité à son niveau le plus fondamental ne le contient pas. D'où vient alors le temps? Une réponse, développée par les physiciens Don Page et William Wouters dans les années 80, est que le temps émerge de l'intrication. Du point de vue de l'univers dans son ensemble, rien ne change. Mais à l'intérieur de l'univers, des sous-systèmes s'intriquent les uns avec les autres. Et du point de vue d'un sous-système observant un autre, le changement apparaît. Le temps n'est pas une caractéristique de la réalité au niveau fondamental. C'est ce à quoi l'intrication ressemble vue de l'intérieur. Ce que cela signifie est vertigineux. Le sentiment que maintenant est spécial, que cet instant existe et que les autres n'existent pas, est, dans ce cadre, une caractéristique du fait d'être un système chaud et intriqué, enchâssé dans un environnement. De l'extérieur du système, il n'y a pas de maintenant. Il y a une structure statique dans laquelle tous les instants existent de manière égale et l'expérience de se déplacer à travers eux est générée par l'intrication entre l'observateur et le monde. Cette idée trouve ses racines dans les travaux d'un physicien dont la vie entière fut consumée par cette question, et dont le destin rappelle à quel point ces interrogations peuvent peser sur un esprit humain. Ludwig Boltzmann fut l'un des plus grands physiciens du XIXe siècle. Il construisit les fondations mathématiques reliant le comportement des atomes individuels aux propriétés macroscopiques de la chaleur et des gaz. Le cadre qu'il développa, la mécanique statistique, est toujours utilisé aujourd'hui, inchangé dans sa structure essentielle. Et la question centrale de sa vie était une question que ce cadre soulevait mais ne pouvait pas résoudre. Les lois de la physique sont symétriques dans le temps. Faites tourner n'importe quelle interaction physique fondamentale à l'envers et vous obtenez une interaction tout aussi valide. Une balle rebondissant sur un mur fonctionne de la même manière dans les deux directions. Deux particules entrant en collision et échangeant de l'énergie ont la même apparence en avant et en arrière. Au niveau de la physique fondamentale, le passé et le futur sont interchangeables. Mais en pratique, le temps a une direction. La chaleur s'écoule des objets chauds vers les objets froids, jamais l'inverse. Les verres brisés ne se réassemblent pas. Les œufs ne se débrouillent pas. Le passé est différent du futur de toute manière observable. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie, la mesure du désordre, augmente toujours. Le temps court dans la direction de l'entropie croissante. Boltzmann comprit cela statistiquement. Un objet chaud placé dans une pièce froide se refroidit, non pas parce que les lois de la physique l'exigent, mais parce que le nombre de façons dont l'énergie peut être distribuée de manière inégale est immensément plus petit que le nombre de façons dont elle peut se répartir uniformément. Se diriger vers l'équilibre est overwhelmingly plus probable. La flèche du temps est un effet statistique. Mais cette explication requiert que l'univers ait démarré dans un état d'entropie extraordinairement basse. Hautement ordonné, très improbable. Pourquoi a-t-il démarré ainsi? Boltzmann passa des années sur cette question sans pouvoir y répondre. Ses collègues attaquèrent de ses travaux. Son état mental se détériora sous la pression. Il mit fin à ses jours en 1906, la question non résolue. Elle est toujours non résolue. Nous ne savons toujours pas pourquoi l'univers a commencé dans un état de basse entropie. Nous ne savons toujours pas pourquoi le temps a une direction au niveau fondamental. L'explication statistique fonctionne merveilleusement bien une fois que l'on accepte la condition initiale. Personne ne peut expliquer la condition initiale. Carlo Rovelli est l'un des physiciens les plus sérieux travaillant sur la gravité quantique aujourd'hui. Il est aussi la personne qui a le plus directement soutenu, dans des articles techniques et en public, que le temps tel que nous le vivons n'existe pas au niveau fondamental de la réalité. Pas que le temps est bizarre, pas que le temps est relatif, que l'écoulement du temps,
le sens d'un moment présent se déplaçant du passé vers le futur, est généré par notre position particulière à l'intérieur d'un processus physique, et que l'univers lui-même ne possède aucune telle flèche intrinsèque. L'argument s'appuie sur 3 éléments. Premièrement, l'équation de Wheeler-DeWitt. La fonction d'onde de l'univers est atemporelle. Deuxièmement, la mécanique statistique de Boltzmann. La direction du temps est un effet thermodynamique de l'augmentation de l'entropie. Troisièmement, le temps thermique. Le sens de l'écoulement du temps est généré par la façon dont un système chaud, comme un cerveau humain, interagit avec son environnement. Nous ne sommes pas des observateurs du temps. Nous sommes des produits de l'entropie. Le sentiment que maintenant est spécial, que cet instant existe et que les autres n'existent pas, est, dans le cadre de Rovelli, une propriété du fait d'être un système chaud et intriqué, enchâssé dans un environnement. De l'extérieur du système, il n'y a pas de maintenant. Il y a une structure statique dans laquelle tous les moments existent de manière égale, et l'expérience de se déplacer à travers eux est une illusion thermique. Ce n'est pas du mysticisme. Rovelli fait de la physique. Le cadre produit des prédictions mathématiques, et il s'accorde avec ce que l'équation de Wheeler-DeWitt suggère déjà. Que le temps n'est pas un ingrédient fondamental de la réalité, mais quelque chose qui en émerge. Un univers sans présent fondamental. Un univers où l'écoulement du temps est un artefact de notre propre entropie. C'est peut-être l'univers dans lequel nous avons vécu depuis toujours, sans jamais avoir les moyens de le voir tel qu'il est. Et cette absence de temps fondamental nous ramène à la question la plus intime de toutes. Pourquoi existons-nous ? Au commencement, dit la physique, l'univers produisit de la matière et de l'antimatière en quantités égales. Pour chaque proton créé, un antiproton. Pour chaque électron, un positron. Matière et antimatière s'annihilent mutuellement au contact. Elles se convertissent entièrement en énergie et disparaissent. Si l'univers avait débuté avec des quantités parfaitement égales des deux, tout aurait dû s'annihiler. L'univers aurait dû être vide. Radiation pure, pas de structure, pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de nous. L'univers n'est pas vide. Quelque chose a fait pencher la balance. Pour chaque milliard d'antiprotons produits dans l'univers primordial, il y avait 1 milliard et un proton. Quand l'annihilation fut terminée, un proton par milliard de paires survécut. Ce minuscule excédent, une partie par milliard, c'est tout. Chaque atome de votre corps, chaque étoile dans le ciel, l'univers observable tout entier est fait des restes d'une asymétrie si petite qu'elle a failli ne pas exister. En 1964, James Cronin et Val Fitch menaient une expérience avec des particules appelées kaons. Ils découvrirent que les kaons ne se comportaient pas de manière identique à leur contrepartie d'antimatière dans certains processus de désintégration. Les lois de la physique n'étaient pas parfaitement symétriques entre matière et antimatière. Cette asymétrie s'appelle la violation CP. Cronin et Fitch reçurent le prix Nobel en 1980. La symétrie découverte est réelle. Mais la quantité de violation CP mesurée dans les expériences de physique des particules est beaucoup trop petite pour rendre compte du déséquilibre matière-antimatière que nous observons dans l'univers. Les sources connues de violation CP n'auraient pas pu produire l'excédent d'une partie par milliard qui a permis à la matière de survivre. Quelque chose d'autre a contribué. Nous ne savons pas quoi. Nous existons à cause d'une asymétrie physique que nous avons mesurée, confirmée, et que nous ne pouvons toujours pas pleinement expliquer. Nous sommes ici parce que l'univers a brisé sa propre symétrie d'une fraction minuscule. Nous ne pouvons pas rendre compte de la taille complète de cette brisure. Nous sommes ici à cause d'une anomalie que nous ne comprenons pas entièrement. Et cette anomalie nous conduit vers le dernier acte de cette histoire, là où les mathématiques de la physique cessent de décrire notre univers et commencent à décrire
tous les univers possibles. Le paysage de la théorie des cordes contient 10 puissance 500 solutions. Chaque solution est un ensemble valide de physique. Différentes masses de particules, différentes intensités de force, différentes constantes, différentes lois. Chacune décrit un univers qui pourrait exister. Un seul d'entre eux est le nôtre. Et nous n'avons aucun moyen de déterminer lequel, ni de dériver les propriétés de notre univers à partir d'un principe plus profond. Pour comprendre ce que 10 puissance 500 signifie, considérez ceci. Le nombre d'atomes dans l'univers observable est estimé à environ 10 puissance 80. Le paysage de la théorie des cordes contient plus d'univers possibles qu'il n'y a d'atomes dans notre univers élevé à la puissance 6. Ce n'est pas un grand nombre au sens ordinaire. C'est un nombre qui rend le concept même de grandeur dépourvu de sens. Et voici ce que ce cadre ne peut pas faire. Il ne peut pas vous dire pourquoi les constantes de notre univers ont les valeurs spécifiques qu'elles ont. Il ne peut pas dériver la masse de l'électron. Il ne peut pas calculer l'intensité de la gravité. Il peut seulement dire qu'un univers dans le paysage possède ces valeurs et que nous les observons parce que nous sommes dans cet univers. Est-ce une théorie de la réalité ou une théorie de toutes les réalités possibles qui se trouvent inclure la nôtre? La différence importe-t-elle? Et que devient la physique quand son cadre le plus profond décrit tout et, dans un sens précis, ne prédit rien de spécifique? Ce moment dans l'histoire de la physique représente peut-être ceci. Nous avons construit des outils suffisamment précis pour atteindre les fondations, et nous avons découvert que les fondations ne sont pas un socle unique, mais un océan de possibilités sans fond sur lequel se tenir. Et cet océan de possibilités nous amène à la dernière question, la plus vertigineuse de toutes. La réalité et les mathématiques sont-elles la même chose? Max Tegmark est physicien au MIT. Il est arrivé à une position qui est véritablement difficile à écarter, non pas parce qu'elle est confortable, mais parce que les objections s'avèrent plus difficiles à formuler qu'elles ne le semblent au premier abord. Son argument commence par une question simple. Quelle est la différence entre une structure mathématique et une réalité physique? Quand les physiciens décrivent l'univers, ils écrivent des équations. Les équations ont des solutions. Ces solutions décrivent des particules, des champs, l'espace-temps, des forces. Nous disons que les équations décrivent la réalité. Mais Tegmark demande, que signifierait-il que les équations soient la réalité? Que la structure mathématique soit physiquement instanciée, non pas parce que quelque chose d'extérieur la rend réelle, mais simplement parce que la structure existe mathématiquement? Si chaque structure mathématique cohérente est réelle quelque part, alors l'univers n'est pas une chose physique décrite par les mathématiques. C'est une chose mathématique qui se trouve inclure des observateurs comme nous qui l'expérimentent comme physique. D'un autre angle, Nick Bostrom, philosophe à Oxford, arrive à un endroit similaire. Si des civilisations peuvent faire tourner des simulations détaillées de la réalité, et si de nombreuses telles simulations peuvent être exécutées, alors le nombre de réalités simulées finira par dépasser vastement le nombre de réalités de base. Si vous êtes un observateur conscient dans une réalité quelconque, la probabilité que vous soyez dans la réalité de base plutôt que dans une simulation tend vers 0. Comment testeriez-vous l'une ou l'autre de ces propositions? Vous chercheriez des anomalies, des endroits où la simulation coupe les coins, où la résolution de la réalité se dégrade aux petites échelles. La longueur de Planck, la quantification de l'espace-temps, la structure discrète que la gravité quantique à boucle prédit. Et voici ce qui rend ces idées impossibles à écarter entièrement. Nous savons déjà que la réalité était numérique à un certain niveau. L'énergie est quantifiée, le spin est discret, l'univers vient en paquets. Que cela soit le signe de mathématiques sous-jacentes, de computations sous-jacentes ou simplement de la nature de la mécanique quantique, la structure de la réalité ressemble moins à une substance physique continue
qu'à de l'information traitée selon des règles. Et peut-être que la chose la plus troublante n'est pas de savoir si nous sommes dans une simulation, mais que nous ne pouvons pas faire la différence, et que la physique que nous avons construite est également valide dans les deux cas. Il reste un dernier éclairage à porter sur cette histoire, celui qui touche au cœur même de ce que la physique fait quand elle décrit la réalité. Niels Bohr fut l'architecte de l'interprétation de Copenhague, le cadre qui a dit aux physiciens de ne pas demander ce que la mécanique quantique signifie, mais seulement comment l'utiliser. Il avait raison que le cadre fonctionne. Il avait possiblement raison que certaines questions à son sujet ne peuvent pas être résolues. Et il articula quelque chose appelé le principe de complémentarité qui touche au cœur de ce que la physique fait quand elle décrit la réalité. Le principe dit ceci: un électron n'est pas une particule. Il n'est pas une onde. Il est quelque chose pour lequel nous n'avons ni mot ni image. Quelque chose qui se comporte comme une particule dans les expériences de particules et comme une onde dans les expériences d'ondes, et dont la nature ne peut être capturée par aucune des deux descriptions seules. Les deux descriptions sont mutuellement exclusives et simultanément nécessaires. On ne peut pas observer les deux aspects à la fois, mais on a besoin des deux pour dire quoi que ce soit de complet sur l'électron. Bohr étendit cela au-delà des électrons. Il soutint que la complémentarité est une caractéristique de la réalité au niveau quantique. Que la réalité n'a pas de description unique et exhaustive. Elle a des descriptions multiples, chacune correcte dans son domaine et incompatible avec les autres. Que signifie-t-il pour une science construite sur l'ambition de trouver la seule description vraie de la réalité, d'arriver à la conclusion qu'aucune description unique n'est complète? Car c'est ce que la complémentarité implique. La description ondulatoire est correcte. La description corpusculaire est correcte. Elles ne peuvent pas être fusionnées en une seule image. La réalité accommode les deux sans être réductible à l'une ou à l'autre. Et ce n'est pas une situation temporaire, pas une lacune attendant d'être comblée par une théorie plus profonde. Bohr a soutenu, et les mathématiques le confirment, que c'est la structure des choses. Quand on rassemble tout ce que nous avons parcouru, le tableau qui émerge est à la fois humiliant et extraordinaire. Commençons par 4%. C'est le nombre. 4% de l'univers est décrit par la meilleure physique dont nous disposons. Le reste, matière noire, énergie noire, tout ce qui se trouve au-delà du modèle standard, se situe hors de notre cadre, reconnu mais non caractérisé. Nous savons qu'il est là à cause de ce qu'il fait, nous ne savons pas ce qu'il est. Ajoutons ce que nous avons couvert. 2 lois fondamentales qui sont individuellement parfaites et mutuellement incompatibles. Un problème de mesure ouvert depuis 100 ans. Une procédure au cœur de notre théorie la plus précise, que l'homme qui l'a construite a décrite comme balayée des infinis sous le tapis. Un multivers de 10 puissance 500 solutions sans principe pour sélectionner la nôtre. Un passé qui n'est pas fixé tant que le présent ne le verrouille pas. Un univers dont l'équation la plus profonde ne contient pas le temps. Des constantes ajustées pour permettre notre existence sans explication pour l'ajustement. Une asymétrie à laquelle nous devons notre existence et que nous ne pouvons pas pleinement expliquer. 2 descriptions de l'électron qui sont toutes deux correctes et qui ne peuvent pas être réconciliées. Ce n'est pas une liste de puzzles non résolus aux marges d'une théorie complète. C'est le centre de la physique. Ce ne sont pas des notes de bas de page. C'est le texte principal. Et il faut être clair sur un point, parce que c'est la partie qui importe le plus. Rien de tout cela ne signifie que la physique a échoué. La physique a fait quelque chose de plus difficile que réussir. Elle a été suffisamment précise pour cartographier exactement là où sa propre compréhension s'arrête. Elle a construit des instruments assez sensibles pour atteindre les frontières de ce qui peut être connu et les décrire dans un langage mathématique exact. Ce n'est pas un échec. C'est la chose la plus honnête qu'une science ait jamais faite. Mais
Voici ce que cela signifie pour nous, assis ici dans un univers construit à partir des 4% que nous comprenons. Le sol sous nos pieds, l'air que nous respirons, la lumière que nous voyons, tout cela fait partie des 4%. Le reste est présent partout autour de nous, dans chaque centimètre cube d'espace, dans chaque galaxie que nous ne visiterons jamais, traversant tout ce qui a jamais existé. Et nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Vivre à l'intérieur d'une réalité qui est principalement inconnue. Le silence autour de ce fait est-il du réconfort ou de l'évitement? Connaître la forme de ce que nous ne savons pas, cartographier le contour exact de l'obscurité, est-ce suffisant pour que cela compte comme de la compréhension? Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est peut-être la chose la plus importante que la physique ait jamais produite. Non pas les réponses, mais la forme précise, indéniable, des questions. Des questions qui nous disent, avec une clarté mathématique, que l'univers est plus vaste, plus étrange et plus profond que tout ce que nous avions imaginé. Et que le voyage pour le comprendre, ce voyage qui a commencé avec un astronome suisse comptant des galaxies et qui nous a menés jusqu'aux frontières du temps, de l'espace et de l'existence elle-même, ce voyage est loin d'être terminé. Car l'obscurité qui nous entoure n'est pas l'ennemi de la connaissance, elle en est la carte. Et chaque question que nous ne pouvons pas encore résoudre est un phare qui éclaire la direction dans laquelle la prochaine grande découverte nous attend. Quelque part, dans l'immensité silencieuse d'un cosmos qui n'a pas fini de nous surprendre.